Voilà, 10h15. J'en profite avant de commencer. Je voulais vous parler de l'organisation pour le prochain DS. J'ai hésité sur l'organisation un petit peu, je vous ai demandé votre avis, etc. Mais maintenant j'ai les idées assez claires. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais faire évidemment ça vous le saviez, c'est un DS en deux parties. Alors en fait, je vais pas faire un DS en vraiment deux parties, je vais faire deux DS. Un de proba et un d'algèbre linéaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, chacune des parties va compter comme un DS dans la moyenne finale. Ah ah. Comme ça, je suis sûr que vous ne faites pas l'impasse sur les probas, parce que ce sera aussi important que l'algèbre, et ce sera aussi important que le DS précédent d'analyse. Voilà. Comme ça, je suis certain. Donc ça, ce sera, on va dire, le DS numéro 9 et ça, le DS numéro 10. Par contre, les deux seront lundi. Lundi pour les deux. Donc je vous les mettrai les deux à 13h lundi, enfin 13h, 13h30, hein, bien sûr. 13h, 13h30. Et donc je vous conseille de les faire dans l'après-midi, de prendre le temps de le faire dans l'après-midi. Voilà, donc ça correspondrait à un DS en 3h30 en tout et pour tout. Donc vous consacrez normalement, bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors justement, chacun de 1h45. Bon, si vous faites 2h, c'est pas la mort, hein, je suis pas là, d'accord? Voilà. Oui, oui, c'est une bonne question. Lundi, les deux à 13h, donc vous y consacrez votre après-midi. Si vous vous débordez, je ne suis pas là derrière vous pour le temps, hein, mais c'est l'intérêt pour vous et de respecter le temps pour savoir ce que vous valez, voir vos erreurs. J'ai vu que certains d'entre vous avaient envie de répartir sur lundi, mardi. Ça ne me dérange pas du tout. Je vous fais confiance. Si vous voulez garder un pour lundi et l'autre pour mardi, vous n'allez pas demander, enfin voilà, vous l'ouvrez bien juste avant de le faire, hein, vous chronométrez. Si vous voulez le faire lundi et mardi, vous le faites et vous me le rendez mardi si vous voulez, c'est pas un problème. Hein. Si vous souhaitez le faire. Donc moi je les mets les sujets à disposition, voilà, et vous pouvez le rendre, hop, voilà, rendre avant mardi soir. Donc je vous conseille, voilà, conseiller lundi soir. Je vous conseille de tout faire d'un coup, mais si certains d'entre vous, pour des raisons d'organisation personnelle, de fatigue, d'envie d'être bien d'équerre, etc., ou alors simplement l'envie de vraiment, par exemple, lundi, je fais que des probas et mardi, je fais que l'algèbre et j'hésite pas, il n'y a pas de souci, ça me gêne pas. Puis de toute façon, pour le rendu du travail, je suis pas pénible. Hein. Si vous êtes en retard, ça me dérange pas. Je sais que c'est pas forcément facile de s'organiser quand on est à la maison et qu'on n'est pas maître de son planning. Je sais ce que c'est. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, c'est clair? Des questions? Donc ça, c'est pour les DS. Donc 2 DS, ça veut dire qu'en fait, chacun comptera comme une note sur le bulletin. Hein. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein. Vous avez le DS de Proba qui compte comme une note, le DS d'Algèbre comme une note. Donc ça, c'est pour être sûr que, d'accord, vous êtes en temps libre, mais comme les deux sont importants, ben, si vous en ratez un, vous aurez 5 à 1 DS et ça va se voir. Ok? Faites l'impasse sur. Alors que si j'avais mis les deux dans un même DS, l'un pouvait rattraper l'autre, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà. Allez, on passe donc les 2 heures à faire des corrections, comme je disais. S'il nous reste un peu de temps, ben, je vous répartirai en petits groupes, comme j'avais dit. Ah, c'est une bonne question, Axel. Ben, je sais pas trop. Je sais pas. En fait, ça me dérange pas que ça compte pour les mêmes coefficients, dans la mesure où pour moi, le gros intérêt de ces notes, c'est de vous comparer les uns aux autres. D'accord? Et que vous sachiez si vous êtes dans la moyenne de la classe, si vous êtes au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Le confinement, d'accord, c'est pas les circonstances normales, mais il a été le même pour tous. Donc je peux vous comparer les uns avec les autres, ça a encore du sens. Ça met pas ça ne note pas les mêmes compétences et ça note pas les compétences qui sont au concours, mais voilà. Oui, j'en ai bien conscience. Je suis d'accord avec vous, Axel. Voilà. Mais je suis un peu, enfin, de toute façon, si je diminue le coefficient, je suis d'accord, mais si je diminue le coefficient, si vous voulez, je compte quand même les notes du confinement de la même façon pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je vais voir. Moi, je trouve que en termes de rendu de travail, parce que moi j'ai vu le travail que vous avez rendu, j'ai pas trouvé qu'il y avait
Enfin, ou s'il y en a d'entre vous qui ont été particulièrement désavantagés, il faudrait qu'ils me le disent. S'il y en a parmi vous qui ont eu des conditions de travail particulièrement difficiles, je voudrais bien le savoir. Mais moi, quand j'ai corrigé les copies, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu ça. Au contraire, j'ai vu qu'en général, globalement, il y avait un plus grand soin général du travail. J'ai l'impression que le fait d'être à la maison, au bout d'un certain temps, ça vous a été profitable à tous. Voilà, si vous avez des opinions là-dessus, je serais content de les entendre. En tout cas, j'ai pas décidé. Bien, allez, on commence comme correction. Je voudrais d'abord qu'on corrige l'exercice de colle. Parce que pour une raison qui m'a échappé, cet exercice de colle, attendez, je le prends, n'a pas été bien compris. Puis alors, il y a même, mais alors j'ai trouvé d'immenses erreurs. Vraiment, j'ai pas du tout compris pourquoi vous m'avez. Et je parle d'erreurs de raisonnement, c'est ce qui m'a complètement scié. Alors d'abord, je le copie, j'ai pas, voilà. Hop. Le voici. Alors c'était un exercice qui était en deux parties. C'est un sujet de concours aussi, celui-là, hein, que j'avais vu il y a quelque temps. Pas d'un concours récent, je crois pas. Enfin, de notre concours, mais pas d'une année récente. Euh, alors, il était très gentil parce que d'abord, il se place dans R3. Donc, R3, c'est un espace vectoriel facile. E1, E2, E3, c'est une base canonique, mais vous savez, vous connaissez. Hein, E1, c'est 1, 0, 0. Je détaille plein de choses parce que il n'a pas été bien compris. Et E3, c'est 0, 0, 1. Hein, donc, ça, c'était pas compliqué. IDE, l'application linéaire, voilà. On considère l'endomorphisme FA défini par. Alors, ce sujet a décidé de vous donner les choses sous cette forme-là, mais il aurait également pu vous donner sous une autre forme qu'ils aiment bien aussi au concours, c'est avec la matrice. D'accord? Donc, il vous donne l'image de E1, de E2, et puis de E3. Voilà. Hein, il aurait pu aussi vous le donner sous cette forme-là. OK? Alors ensuite, on vous dit, alors, première question, il y a un truc que vous n'avez pas compris, il y a plein de choses que vous n'avez pas compris, mais il y a un truc que vous n'avez pas compris. Là, on vous demande l'expression algébrique. Vous savez, l'expression algébrique, c'est que si vous dites que U est de forme X, Y, Z, donc j'ai pas fini de corriger, ce que je veux, c'est F de U, la forme algébrique, c'est hop, avec les coordonnées comme ça. C'est ça la forme algébrique, hein, d'accord? Et c'est pas avec les vecteurs A, B, C. Pardon, E1, E2, E3. Et ça, j'en ai plein qui n'ont pas du tout répondu à côté. Alors ça, vous saviez, vous avez été nombreux à savoir ça. Pas de souci. Ça, c'était bon. Ensuite, je calcule f de u. J'utilise la linéarité. Donc ça a été bien dit, heureusement. Quand même des bases qui ont été comprises. Voilà. Et puis ensuite, c'est là qu'il faut que je mette ça sous forme de vrai vecteur. Donc je vais faire E1, c'est A1, pardon, F de E1, c'est A1 moins A. F de E2, c'est 0. F de E3, donc 0 de E. F de E3, c'est A1 moins A. Ce qui fait qu'en termes de comment dirais-je, décidément, en termes d'expression algébrique, A facteur de X plus Z, là ça me fait X plus Z, et là ça fait A facteur de X moins Z. Et voilà, c'est terminé. Voilà, c'était ça la forme algébrique que j'attendais, en fait. Ok? Alors, déterminer une base de IMFA. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. C'est moins X moins Z, oui. C'est ça en fait. C'est moins, hop, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose aux maths de façon générale. Il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est le sens des maths. La science mathématique, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, la science mathématique, c'est la science de la démonstration. C'est ça les maths. C'est qu'on a un langage dans lequel il y a du vrai, il y a des règles d'utilisation du langage. Je pars de certaines choses vraies, il y a du vrai, il y a des choses qu'on admet comme vraies. J'utilise mes règles et je démontre que d'autres énoncés sont vrais ou faux. C'est pareil, de montrer que c'est vrai ou que c'est faux, c'est la même chose, c'est le même travail. Montrer que quelque chose est vrai, c'est montrer que la négation est fausse. Montrer que quelque chose est faux, c'est montrer que la négation est vraie. Donc c'est pareil, on s'en fiche. Mais
Le vrai faux, on s'en fiche. Mais il y a des règles. Il y a le départ, ce qu'on admet, ce qui est supposé vrai. Il y a des donc, et puis il y a ce qu'on démontre. Déterminer une base de IMFA. Bon, alors, par exemple, il y a des gens qui m'ont fait ça, qui m'ont dit IMFA, c'est vect de FA de 1, FA de 2. Alors c'est bien, hein, vous avez appris votre méthode du cours, FA de 3, voilà. Et puis ensuite, donc ils font leur petit calcul, hein, voilà, et puis ils arrivent à ça, par exemple, A1 moins A, voilà. Et là, j'ai des gens qui me disent, donc c'est une base de IMFA. Donc, A1 moins A est une base de IMFA. Alors, je suis désolé pour vous, mais là, votre démonstration, elle ne va pas. Elle ne va pas. D'accord? Une base, c'est une famille libre et génératrice. Voilà, très bien maintenant. Très très bien. Là, vous avez famille génératrice. Et donc, il manque l'argument famille libre. Alors, il y a des gens qui me le mettent, qui mettent or, pardon, or, cette famille a un seul vecteur. Cette famille a un seul vecteur. Donc, elle est libre. Ça va? Vous êtes d'accord? C'est bon, ça vous plaît? Ou pas? Il manque quelque chose? Voilà, merci Chloé. S'il y en a l'un d'entre vous sur les 45 qui l'a appris, qui l'a retenu et qui est capable de me le ressortir, je vois pas pourquoi les autres, ils n'ont pas fait pareil. Hein. Je suis désolé, hein. Vous avez le même planning. OK? Alors, il y a 3 niveaux là d'erreur. Le premier niveau d'erreur, c'est les gens qui ne me disent pas qu'elle est libre. Là, je peux franchement vous en vouloir. C'est du cours pas appris ou c'est pas de la concentration, ça va pas. Deuxième niveau d'erreur, me dire simplement qu'il y a un seul vecteur, donc elle est libre. Alors là, vous faites semblant. Là, vous faites semblant d'avoir compris. Mais en fait, vous n'avez rien compris. Si vous me mettez ça, vous n'avez rien compris. Si vous n'avez pas compris que ça, c'est pas une famille libre, vous n'avez pas compris ce qu'est une famille libre. Vous faites juste, vous vous contentez de répéter les choses comme des perroquets. D'accord? Mais vous n'avez pas vraiment compris pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui me posent la question? Est-ce qu'il y a des gens qui me demandent? Et vous pouvez, hein, je ne vous en veux pas de ne pas comprendre, hein, ça, c'est pas un problème. Vous êtes, voilà, vous êtes des étudiants, vous êtes en train d'apprendre. Par contre, je vous en veux si je dis il y a des gens qui n'ont pas compris, que vous vous sentez concerné, que vous ne demandez pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Ah, très bien, Lucie. Qu'est-ce que c'est fondamentalement une famille libre? Eh bien, fondamentalement, une famille libre, c'est que si j'ai lambda, alors, si j'ai plusieurs vecteurs, hein, voilà, c'est ça, égale 0, implique que tous les coefficients sont nuls. Okay, voilà, ça, c'est la définition d'une famille libre. Ok, donc je vais l'écrire parce qu'il y a des gens qui prennent en note et ils n'écoutent pas forcément tout le temps. Voilà, ça c'est la définition d'une famille. Alors avec un vecteur, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un vecteur, ça veut dire que si j'ai lambda u égale 0e, eh bien ça veut forcément dire que lambda égale 0. Ok, ça va? Alors, tentons avec lambda 0, 0, 0. Est-ce que cette propriété, est-ce que si ça c'est vrai, je peux en déduire que lambda vaut 0? Est-ce que cette propriété, est-ce que cette implication est vraie? Non, elle n'est pas vraie. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Non, elle n'est pas vraie, car il y a un contre-exemple. Donc, bon, non, cette implication-là est fausse. Hein, avec un contre-exemple simple, lambda égale 1. On peut dire ça. Oui, c'est pas mal. En fait, c'est pas vraiment un élément absorbant, Axel, parce que bon, c'est du vocabulaire. Hein. Parce que c'est pas lambda est un scalaire là,
ça c'est un scalaire, ça c'est un vecteur, donc je multiplie deux objets qui ne sont pas dans le même ensemble. Donc on ne parle pas d'éléments absorbants, mais c'est pas très grave. Vous avez l'idée. Avec absorbant, quand vous dites absorbant, vous avez saisi l'idée. À ce propos-là, il y en a aussi qui n'ont pas compris ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, si j'ai ça, hop, donc ça c'est une remarque, ça c'en est une autre. Il y a des gens qui me mettent ce raisonnement-là, qui me disent ça veut dire que lambda 1 égale lambda 2 égale 0, car U1 et U2 non nul. Ça, j'ai cet argument parfois. Voilà. D'accord ? Alors, évidemment, ils se sont trompés, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, ça c'est faux aussi, c'est facile de trouver un contre-exemple. En fait, ce que vous oubliez, c'est cette affaire vraiment qu'ils sont collinéaires. Voilà. Là, j'ai deux vecteurs non nuls, et je vais vous trouver une jolie combinaison linéaire qui va vous donner 0 quand même. C'est pas du tout difficile à trouver. Je fais moins 1 plus 1 fois. D'accord ? Donc vous avez vraiment... C'est un peu le problème avec les vecteurs, c'est que les vecteurs, quand vous les additionnez, ils peuvent être non nuls, vous faites des combinaisons linéaires, mais à la fin, vous pouvez quand même arriver à 0. Avec des réels, c'est pareil. Avec des réels, vous prenez un réel, vous le retirez, vous le mettez là, vous le ratez ici, puis à la fin, ça fait 0. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Donc quand vous avez une combinaison comme ça qui donne 0, vous ne pouvez rien en déduire sur les termes de la somme. Ça ne marche pas du tout. En général, ça ne marche pas. Bon. Je parle beaucoup d'erreurs aujourd'hui et j'espère que vous n'allez pas être perdu dans toutes mes explications. Je vais parler de plein de choses. Voilà, donc ça, c'était pour ma question 2. Ma question 3. Alors, c'est là que j'ai eu vraiment une erreur, mais qui m'a complètement scié. J'ai eu sur plein de copies, je devrais vous mettre une copie ici, mais je crois que celui dont je mettrai la copie va avoir tellement honte qu'il va partir et ne profitera pas de la suite. Je vais pas faire ça à certains d'entre vous qui sont... Oui, elles sont sur Classroom, j'imagine. Certains d'entre vous qui sont dans le haut de l'alphabet, n'est-ce pas? Bon, d'accord, ils se reconnaîtront. Mais j'ai plein de gens qui m'ont mis ça. Donc la question c'est montrer que, je vais l'écrire, montrer que E2, E1 moins E3 est une base de carré F du noyau. Il y a plein de gens qui m'ont mis si E2, E1 moins E3 est une base de carré FA, alors F de E2, enfin FA de E2 égale 0, FA de E1 moins E3 égale 0. Alors, mes chers élèves de sciences, vous êtes des scientifiques, vous avez vu qu'en ce moment, avoir l'esprit scientifique, c'est particulièrement important. Avoir la démarche scientifique, c'est très important. Quel est le sens de la démarche scientifique? C'est d'établir des vérités. Alors, pas des vérités absolues, parce qu'on ne prétend jamais faire ça. Il n'y a que les religieux qui prétendent avoir des vérités absolues. Il n'y a que, je sais pas, les philosophes peut-être. Les scientifiques ne prétendent pas démontrer des vérités absolues. C'est des vérités scientifiques. C'est-à-dire qu'on a un processus qui permet d'établir une vérité. Voilà. Donc en physique, vous avez un certain processus, en physique et en biologie, c'est la méthode expérimentale, d'accord? Donc on utilise la méthode expérimentale pour établir des vérités qui ont, je dirais, leur domaine d'application. Je dis que dans telle et telle condition, eh bien tel résultat me semble extrêmement probable. Ça c'est en bio, parce que c'est tellement compliqué la bio, les systèmes sont tellement complexes qu'on n'est jamais sûr de rien. En physique, il y a plus de certitude, et encore, voilà. Et en maths, comment on fait? On part d'hypothèses vraies, et on arrive à des conclusions qu'on espère démontrer vraies. Donc on part d'hypothèses et on arrive à la conclusion. Alors maintenant, je vous demande, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête de dire des choses comme ça? Mais à quoi ça sert d'écrire un truc pareil? Ça sert à rien du tout. C'est complètement délirant d'écrire un truc comme ça. Ça sert à rien. Si je vous demande c'est quoi cet animal, et que vous me dites si c'est un cheval, alors il bouge. Ça sert à quoi? Mais franchement, ça sert à quoi? Vous partez de la conclusion, mais qu'est-ce que vous espérez faire? On ne part pas de la conclusion, on part jamais de la conclusion, ça n'arrive pas. On part de la conclusion aussi quand
quand on veut démontrer une équivalence, si ça arrive. Alors, je dis ça n'arrive pas, alors je le fais. Hein, s'il y avait une équivalence ici, je veux bien, parce que comme le départ et l'arrivée sont équivalents, peu importe si on part de lui ou de lui. Mais là, c'est pas le cas, c'est un si alors. Vous partez ici, ça c'est l'hypothèse, ça c'est, pardon, ça c'est la conclusion, et vous dites si la conclusion est vraie, alors. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Sincèrement, hein, d'accord? Là, vous commettez vraiment, écrire un truc comme ça, c'est mais complètement faux. Ça, en termes de raisonnement, c'est indéfendable. En termes de logique, c'est indéfendable. En termes de démarche scientifique, c'est indéfendable. Vous pouvez rien en faire. Vous pouvez sauver la mise si vous me dites ah oui mais monsieur en fait c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais faire c'était pas un si alors c'était un équivalent. Alors là d'accord, je veux bien. Mais en réalité c'est même pas un équivalent que vous utilisez. En réalité ce que vous utilisez c'est ça. Si ce truc est vrai, alors, mais alors par là-bas, hein, alors ce truc est vrai. Vous y êtes? Ce que vous faites, c'est si FA de E1 moins E3 égale 0E et FA de E2 égale 0E. J'insiste, hein, j'espère pour la moitié de la classe, c'est complètement idiot. Hein. Je finis. Alors, en plus, bon, c'est faux parce que c'est pas une base. Hein. Ah voilà, pardon. Attendez, excuse-moi. Voilà. Ça, à la limite, je veux bien. Déclarer FA. Ok. Alors, on va se mettre d'accord. Le but de la question, Alix, c'était de démontrer ça, de démontrer que c'est une base. Donc, si le but c'est de démontrer que c'est une base, vous dites, bah, je vais montrer bidule et j'en déduirai que c'est une base. Donc, vous travaillez dans un seul sens. Vous voulez arriver à la conclusion. D'accord? Bien sûr, si en plus, si vous dites, ah mais non, en fait, la conclusion est équivalente à autre chose et que vous montrez autre chose, ben c'est bien, c'est plus fort, parce que vous avez une équivalence, donc c'est plus fort, c'est plus contraignant. Mais c'est pas comme ça, enfin, c'est pas l'idée. Vous, vous essayez de démontrer une équivalence alors que vous n'en avez pas besoin. Et comme vous dites, Alix, effectivement, si c'est une équivalence que vous voulez démontrer, il y a autre chose à faire. Donc ça a un sens. Ça, c'est censé. Ça, je veux bien. C'est la, comment dirais-je, c'est de la science, comment dirais-je, c'est rigoureux, oui. Enfin, en tout cas, oui, c'est une démarche qui a un sens. Voilà ce que je vais dire. Hein, d'accord? Sauf que c'est faux. Sauf que l'implication est fausse. Vous avez remarqué qu'elle était fausse, on est d'accord? D'accord? Il suffit pas que les deux vecteurs soient dans le milieu pour qu'ils forment une base, on est d'accord? Vous y êtes? Vous pouvez me dire, bah, je vais faire ça et je vais en déduire ça, si vous voulez. Ça me va. Au moins, c'est une démarche scientifique. Bon, sauf que votre raisonnement n'est pas bon. Ça va pas aller. Si l'animal bouge, alors c'est un cheval. Ben non, ça marche pas. C'est pas la bonne propriété pour montrer que c'est un cheval. Mais au moins, ça a un sens. Hein, oui. C'est un peu grossier, mais ça a un sens. Vous y êtes? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui saisissent. Et c'est un problème de logique, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Ça n'allait pas parce que vous partiez de la conclusion, donc ça peut pas. Enfin, c'est pas du tout, ça va pas du tout. Ça, c'est au moins de sensé, puisque vous partez d'autre chose pour montrer la conclusion, sauf que vous partez pas du bon truc. Ça va? Alors, il y a quand même une façon de faire dans le cours. Bah, en fait, on y va par la bande. Ce qu'on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est pas quand vous avez ce genre de questions là, je remets la question. Hein, vous voyez, quand vous avez ce genre de questions, alors c'est vrai que souvent dans les énoncés, vous êtes un peu embêté. C'est un peu la question que m'a posée Clarisse tout à l'heure d'ailleurs. Vous êtes un peu embêté parce que quelquefois, on vous demande de démontrer quelque chose et en fait, ce qu'on vous demande de faire est très différent de l'apparence de la question. En fait, ici, on ne vous demande pas de démontrer que machin est une base de bidule et d'une base du noyau. En fait, c'est une question très classique, on vous demande juste de trouver le noyau, c'est tout. Ok? Par contre, on vous impose la base qu'il va falloir trouver à la fin, mais en général, ce n'est pas un problème. Regardez, comment vous faites d'habitude? Ben, vous dites que x, y, z appartient au noyau. C'est très classique, hein, si et seulement si.
FA de x, y, z égale 0, 0, voilà. Et puis ça fait un petit système. Donc je l'ai là-haut, hein, c'est ici. Il est où? Il est là. Alors c'était faux en plus, je fais une erreur de bon, je vais en parler. Donc voilà, il est là, le FA, il est là, donc je l'utilise. Hein. Ça fait A facteur de x moins. Ça fait A facteur de x plus z égale 0. 0 égale 0. Alors, non, c'est pas ça, excusez-moi. A facteur de x plus z. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Parce que j'ai pas tout, voilà. Et moins A facteur de x plus z égale 0. Voilà. Ok. Alors après, bon, on peut distinguer si A est nul ou A est non nul, mais de toute façon, ça fait x plus z égale 0. Voilà, et donc ça fait x égale moins z. Donc ker f A, eh bien c'est vect de, pardon, pas vect, je vais un peu vite, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x, y n'est pas déterminé, et là moins x par exemple, avec xy appartenant à R2. Voilà, d'accord? Et puis après, bah, vous mettez ça sous forme d'un vect, vect de 1, 0, moins 1, 0, 1, 0. C'était juste, hein, l'énoncé, j'ai dit que c'est faux. Alors, mais justement, en fait, c'est ça, Lina, votre question. Donc oui, Alix, on pouvait faire un système. En fait, c'est ça, si vous voulez, c'est que là, vous appliquez votre méthode classique. C'est ce qu'il faut faire vraiment si vous êtes perdu dans un exercice. Vous appliquez vos méthodes classiques et puis vous essayez de raccrocher l'exercice après. Hein. Méthode classique. Sauf qu'effectivement, hein, Lina, l'énoncé vous imposez un formalisme, mais c'est pas grave. À la fin, vous repassez dans le formalisme de l'énoncé. Donc vous avez vect, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, vous vous rendez compte que lui, c'est E1 moins E3, tandis que lui, c'est E2. Voilà. D'accord? C'est tout. C'est pas un problème. Et puis si vous aviez trouvé une autre base, eh bien vous auriez crabouté pour avoir ce truc-là qu'on vous demandait dans l'énoncé. C'est pas un problème. Vous n'êtes pas embêté. Ok? Et vous raisonnez sur ce que vous voulez. Là, la question n'est que formelle. Le problème n'est que formel. C'est pas essentiel. C'est juste une façon d'écrire les choses. Est-ce que j'ai terminé? Je passe à la question suivante. Ben, je vous laisse répondre à Lina, parce que je pense que vous pouvez répondre. Je suis curieux de voir vos réponses. Donc s'il y a des gens qui veulent répondre à Lina, puis s'il y a des gens qui veulent me dire si j'ai terminé la question, si je passe à autre chose. Alors, Alix, c'est une affirmation, c'est une démonstration? Vous avez tout à fait le droit, voilà, très bien Clarisse. Hein. Alix, vous avez tout à fait le droit d'affirmer quelque chose. Voilà, très bien. Voilà, vous avez compris. Ok? Vous avez tout à fait le droit, pour tout le monde, d'affirmer quelque chose, même dans une copie. J'affirme que cette famille est une base. Très bien. C'est pas idiot. En science, on a le droit d'affirmer quelque chose. C'est pas un problème. Et ensuite, bah, il faut établir si ce que j'affirme est vrai et conforme à la vérité scientifique du contexte. Ok? Donc là, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai montré que... alors effectivement, j'ai montré que la famille est génératrice. Hein. Cette famille de deux vecteurs. Vous n'avez pas répondu à Lina. Est-ce que l'ordre influe? Cette famille de deux vecteurs engendre donc, et génératrice c'est pareil, c'est synonyme, engendre donc ker FA. Alors, vous avez regardé, Alix? Est-ce que j'ai démontré... est-ce qu'on a démontré la liberté? Regardez. Vous avez vos pages sous les yeux. Est-ce que je l'ai fait avant? Je ne l'ai pas fait avant. Est-ce que je l'ai fait à la question précédente? Bon, non, j'ai pas l'air. Est-ce que je l'ai fait à la question 1? Bah non, je l'ai pas fait à la question 1. Bah non, je l'ai fait nulle part. C'est pas compliqué comme question. Pardon, voilà. Alors, non, Lina. Non, non, pas du tout. Ça va pas votre affaire. Alors, ils ne sont pas collinaires. Moi, je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas collinaires. Par exemple, vous voyez ici, c'est frappant, ils ne sont pas collinaires. Hein.
Or, ces deux vecteurs n'étant pas collinaires, vecteurs n'étant pas collinaires, ils forment une famille libre. Et donc, c'est une base de Karef. Voilà. Très bien. Et alors, en fait, la question, Alix, c'est vous devez bien comprendre cet aspect de démonstration. Je vous demande pas de dire des choses vraies dans une copie de maths, ok? Parce que essentiellement, bah, l'énoncé les dit déjà ces choses vraies. Donc, moi, ça m'intéresse pas que vous les redisiez en fait. C'est pas, par exemple, dans un DS de physique, on teste beaucoup vos connaissances. Dans un TS de bio, c'est tout ce que vous dites, vous l'affirmez. Par contre, vous l'articulez, vous récitez tout votre cours sur un sujet, par exemple. Ou alors, vous avez des documents, vous connaissez votre cours et puis vous l'utilisez pour affirmer des choses. Mais en maths, c'est pas pareil. En maths, j'ai vraiment ce qui est les prémices qui sont au début de l'énoncé, et vous avez la conclusion qui est donnée dans la question, et moi, je veux tout le lien. Oui, je vais répondre à cette question. Alors, je réponds à... Lina a commis une erreur, elle me dit, ah, mais ça forme la base canonique. Ça forme la base canonique. Alors, Lina, vous avez fait une petite erreur. C'est que, en fait, vous me dites, ils sont dans la base canonique, donc ça fait une famille libre. Bah, pas du tout, hein, puisque par exemple, voilà. Ça, c'est la base, c'est fait avec la base canonique, la famille n'est pas libre. Je peux vous en donner une autre. Voilà. D'accord? Ça va, Lina? Oui, mais peu importe. Là aussi, hein, c'est les vecteurs de la base canonique, mais ils sont collinaires quand même, hein. Donc Lina, ça va pas votre affaire, ok? Ça dépend comment c'est fait. Vous voyez, c'est par exemple, enfin, c'est pas comme avec les fonctions. Je pense que vous pensez aux fonctions. Avec les fonctions, si les fonctions sont continues, leur somme est continue, par exemple. Les fonctions sont dérivables, leur somme est dérivable. Et c'est pas pareil avec des familles libres, ok? Voilà. Donc ça, je vais effacer parce que si vous le voyez dans la prise de notes, vous comprendrez pas. Ok. Qu'est-ce que j'avais Merci d'avoir répondu à Alexis. Très bonne réponse. Clarisse, je reprends ce que vous avez dit dans un instant. Alors, quelqu'un a demandé, est-ce que c'est grave que ce soit pas dans l'ordre? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est grave. Je suis désolé. Alors, la famille, cette famille-là est une base du noyau, il n'y a aucun souci, mais c'est pas la base qu'on vous demande, hein. On vous demande cette base-là, pardon, et c'est pas la même base. Désolé pour vous. Voilà. Les deux sont des bases, mais c'est pas la même. Voilà, c'est tout. Deux bases différentes. Ok. Alors, Alix, il n'y a pas, c'est un des problèmes de l'algèbre linéaire, c'est qu'il n'y a pas de normalement. Il y a 15 façons de démontrer les choses. Mais je rigole pas, hein. Enfin, peut-être pas 15, mais sans problème, je pourrais vous en trouver 4 ou 5. Ok. Donc, il n'y a pas de normalement. Normalement, il faut démontrer que la famille est libre et génératrice. Ça va? Clarisse propose, alors ça j'aime beaucoup, elle me propose grosso modo, ah c'est bien Clarisse effectivement d'utiliser la dimension. Alors je vais effectivement faire ça. Hop, j'efface, hein, une autre méthode, mais ça nécessite d'utiliser le théorème du rang. Avec le théorème du rang, eh bien on a la dimension du noyau, mais on l'avait pas quand j'ai donné le sujet, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Dimension de carré FA, c'est la dimension de R3 moins la dimension de IMFA. Donc ça fait 3 moins 1, ça fait donc 2. Très bien, bonheur. Voilà. Et puis maintenant, vous dites, cette famille compte deux vecteurs. Cette famille génératrice, je l'ai rédigé un petit peu différemment que d'habitude, compte autant de vecteurs que la dimension. Donc son cardinal égale la dimension, hein. Autant de vecteurs que la dimension.
de carFA. Donc c'est une base. Et donc je ne montre pas qu'elle est libre du coup, d'accord? Enfin, ce truc-là me montre qu'elle est libre. Donc je vais souligner les mots qui sont importants. Là j'ai génératrice, et ensuite j'ai et cardinal égale dimension. Oui, non, pas du tout. Cette méthode, le cardinal égale dimension, cardinal égale dimension, ça veut dire que l'un des deux va suffire. Génératrice suffit, libre suffit. Ouais. Ben oui, voilà. En fait, pour montrer que c'est une base, il y a toujours deux choses à dire. Toujours deux. Vous réfléchissez, il y a toujours deux trucs. Il y a libre et génératrice. Bien, vous avez, je vais l'écrire. Vous pouvez dire, donc ça c'est pour montrer que c'est une base. Hop. Pour montrer que c'est une base, vous avez libre et génératrice. Vous avez libre et cardinal égale dimension. Vous avez génératrice et cardinal égale dimension. Voilà, toujours deux choses à dire. Vous choisissez. Okay. Alors ici, je félicite ceux qui ont pensé à la dernière, puisque effectivement on avait génératrice par le calcul et donc cardinal égale dimension, ça marche pas. Ça va? Et il y a des gens qui ont quoi? Non, c'est bon, j'ai rien à dire. Voilà, vous voyez que ça valait le coup de détailler. Alors, questions 4 et 5 sont un peu plus inhabituelles. La question 4, il y a trois types d'exos en algèbre linéaire, pardon, sur les applications linéaires. Il y a les exos, ce qu'on vient de faire dans les deux premières questions, on fait des calculs. Donc ça, c'est ce que vous préférez, bien sûr. Ensuite, il y a les questions comme la question 4, qui est une sorte de question, je dirais, où on gère des ensembles. C'est les questions les plus difficiles pour vous, parce qu'elles sont très abstraites, et on est peu entraîné. Et puis, il y a la question comme la question 5, qui sont plutôt des questions de calcul algébrique. Je vais en reparler dans un instant, d'accord? Alors, question 4, on vous demande de montrer que IMFA est inclus dans KERFA. Alors, comment il faut faire en général? Je vais vous donner la méthode générale. En général, chaque ensemble a sa propriété. Chaque ensemble est défini par une propriété. D'accord? Donc lui, par exemple, vous avez... Alors, pour montrer grand A est inclus dans B, eh bien, vous dites la propriété qui définit A implique la propriété définissant B. Voilà, c'est l'idée générale. OK? Après, il y a des variations, hélas, il y a des petites complications, mais grosso modo, c'est voilà, le principe de base. Donc ici, appliquer ici, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais prendre U dans IMFA et je vais montrer qu'il est dans KRFA. Donc je prends la propriété qui définit IMFA, on y va, soit U appartenant à IMFA, et donc maintenant j'écris cette fameuse propriété. Mais quelle est cette propriété? Il existe V appartenant à E, tel que quoi? Tel que FA de V égale U. Moi. Alors là, si je fais ça, je suis un peu embêté. C'est la propriété, c'est la définition du cours, mais je ne vois pas ce que je vais pouvoir en faire. Alors, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une autre propriété qui marche? Ben, si je fais ça, si je fais l'exercice en général, non, c'est la seule, puisque c'est la propriété du cours, donc c'est la seule qui est générale. Mais je peux regarder mon exercice. Je peux regarder mon exercice. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde dans mon exercice? Alors, je raye pas parce que c'est faux, je raye parce que c'est inutile. D'accord? Je vais faire autre chose. Je vais faire, plus haut, j'ai vu que IMFA, c'était que, hop, c'était vect de, je l'ai plus sous les yeux, on y va. C'était vect de
A1 moins A. Et donc là, c'est bon, je vais avoir ma propriété. Ça veut dire que U égale lambda A1 moins A avec lambda appartenant à R. D'accord? Vous comprenez ce que j'ai fait? Je vais prendre la propriété qui définit mon ensemble, mais le problème, bien entendu, enfin, il y a quand même une difficulté dans ce genre d'exercice, c'est qu'il y a plusieurs propriétés. Et donc, il va falloir que je choisisse la bonne. Celle-là, personnellement, moi, m'a pas inspiré. Celle-là, elle m'inspire. Est-ce que vous voyez l'intérêt de cette forme-là? Vous devriez le voir normalement. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'utiliser cette forme? Ou pas? Vous pouvez dire non aussi. Hein. Vous voyez pas? Patrice, ça pourrait être un intérêt. Vous voyez pas? Alexis, vous voyez pas du tout l'intérêt de ça? Ouais? Pourquoi elle est bien cette forme-là? Pourquoi je suis content d'avoir mis U sous cette forme? Je veux montrer que U est dans ker FA. Hein. Ah, j'aimerais bien que quelqu'un trouve. Enfin, j'aimerais bien que plusieurs même trouvent. Le F, c'est pas affiché, désolé, j'ai pas compris. Ah, Alix, j'ai compris. Vous voulez faire F de lambda. Ben oui, bien sûr, bravo Alix. Très bien. Alix, elle a compris. Parce que maintenant, je vais faire un calcul. En fait, je vais pas m'embêter. Hein, maintenant, je vais faire F de U. Ah, alors, pardon. Je vais mettre une petite phrase. On a F de U. Et puis, je vais calculer. Ça fait F de lambda. J'ai plein de façons d'écrire, mais peu importe. Hein. Voilà. Et puis, F de U, excusez-moi, je remets. Hein, on me l'a donné. Il est ici. Il est où? Il est là. Voilà, il est là. Hein, c'est pas compliqué. Le voici. Il est ici, et j'ai plus qu'à utiliser cette expression, c'est ax plus z, blablabla, blablabla, bon, on y va. Hein. Ça fait a facteur de lambda a moins lambda a, x plus z lambda a moins lambda a, moins a facteur de lambda a moins lambda a. Oh, comme c'est marrant, ça fait 0. Donc, alors regardez un donc. Qu'est-ce que c'est un donc? Ben, un donc, c'est un implique, c'est pareil. Donc, U appartient à KRFA. Et voilà. Hein, vous avez vu, la première propriété dont je parlais tout à l'heure, elle est ici, c'est mon fameux P indice A. La deuxième propriété, elle est ici, voilà, c'est ma fameuse P indice B. J'ai pris la première propriété, j'ai montré la deuxième. Oui, on peut mettre lambda devant F, il n'y a aucun souci, parce que comme F est linéaire, je peux le faire, pas de problème. Et il y a même des gens qui ont été encore plus malins, qui ont bien remarqué que ce n'était pas la peine de prendre n'importe quel vecteur, qu'il suffisait de prendre celui-ci. Et effectivement, c'est une bonne justification. Okay, là, j'ai voulu vous donner la méthode générale. Hein. Okay, mais il y en avait d'autres qui fonctionnaient aussi. En déduire f carré, fa carré, alors là, il y avait plein de façons de faire. Pouvez-vous m'en proposer une comme ça? Juste comme ça. Si je vous demande, vous avez un endomorphisme, je vous demande de faire son carré, oui, je vous demande de calculer f rond f, comment vous faites? Bien sûr que c'est f rond f, mais comment vous faites? Ah bah oui, bravo Axel, avec la matrice. D'accord? Bah voilà, très bien. Bravo, bravo. Tout à fait. Et c'est pas parce que. Alors, il y a une remarque. Hein. Là, il y a écrit déduisons-en. Donc, pour avoir tous les points, il faut faire la déduction. C'est important. Sinon, dans un énoncé, on ne vous mettrait pas en déduire. Il y a des points pour le déduire. Mais si vous n'arrivez pas à le déduire, mais que vous arrivez à le démontrer, vous avez fait quelque chose d'intelligent. Vous n'avez pas 2 sur 2, vous avez 1 sur 2. Bon, ben c'est quand même ça. Puis surtout, une matrice au carré, pour gagner un point, franchement, vous avez envie qu'on fasse que des matrices au carré au concours, hein, c'est le bonheur. Voilà. Alors, comment on fait pour le démontrer? Eh bien, on fait la chose suivante. On va prendre un vecteur dans E.
Et puis on va calculer FA carré de U. Alors c'est FA de U. Et ensuite ici, alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait 0 car FA de U appartient à im FA. D'accord? Donc FA de U, hop, je le mets en dessous. Donc FA de U appartient à ker FA. Voilà, c'était tout bête. Ok? Il fallait juste remarquer que comme lui était dans l'image, il est aussi dans le noyau. Et donc comme il est dans le noyau, quand je lui applique F, ça fait 0. Ça va? Vous avez compris? Mes questions ne sont pas rhétoriques, les enfants, hein. Quand je demande si vous avez compris, c'est pas pour que vous me disiez oui, oui, allez-y, monsieur, vous pouvez continuer. M'attendez pas, hein. C'est vraiment, si vous comprenez pas, vous me demandez, hein. Voilà. Vous voyez, c'était pas très très dur, hein. Enfin, c'était pas très dur, c'était rapide, mais il fallait comprendre, hein. Alors, ok, merci. Alors, question 5. Question 5, là, on passe à un genre complètement différent. Ce genre de question doit vous rappeler le calcul matriciel. C'est-à-dire que quand on calcule avec des matrices, quand on calcule avec des réels, par exemple, vous avez des trucs comme ça, donc avec des réels, hein, vous avez des réels, vous avez ça, voilà, ok. Par exemple, vous avez ça avec des réels. Vous avez des propriétés comme ça qui sont assez évidentes, hein. Vous avez x carré égale moins 1 impossible, voilà. Si vous calculez avec des complexes, ça change un peu. Si vous calculez avec des complexes, les 2 premiers sont vrais, mais pas le dernier. Le dernier est faux, d'accord? Et si vous calculez avec des matrices, bah, aucun des 3 n'est vrai. Il peut se passer plein de choses bizarres en termes de calcul. Évidemment, avec des applications linéaires, c'est pareil, puisque calculer avec les applications linéaires et les matrices, ça donne les mêmes résultats. Et c'est pour ça qu'on vous pose des questions, c'est pour faire un peu de calcul algébrique, mais un peu astucieux, un peu inhabituel, pour voir ce que vous avez compris. Donc par exemple, ici, on pose G égale F moins lambda identité, voilà, et puis on vous demande de calculer G carré. Alors G carré, alors en fait, c'est des questions qui sont vraiment, je ne rigole pas, hein, c'est des questions qui sont vraiment très faciles, qui sont presque ludiques. Mais je rigole pas, hein, je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu les astuces du calcul, et puis on les utilise, on astucifie, blablabla, puis tout autre calcul, il a l'air vachement compliqué, puis à la fin, ben, il reste plus grand-chose. C'est vraiment ça l'idée, hein. Donc par exemple, G carré, ben, c'est quoi? C'est F moins lambda identité au carré, voilà. Alors, bah, je sais que ce carré, c'est une composée, mais je sais, ah, petite astuce, que ça marche comme un carré. Donc, ça va faire f rond f moins lambda f identité moins lambda identité fois f plus lambda carré identité au carré. OK? Et puis, astuce de ce calcul-là, bah, f fois identité, bah, ça fait f, voilà. Et identité fois f, ça fait f aussi. Donc, tiens, voilà, ah, c'est marrant. Et puis, lambda carré identité au carré, ça fait identité. C'est pas la peine, ça vous pouvez ne pas le mettre, hein. Si vous sautez à ça, je suis content, hein. C'est pas grave du tout, hein. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a une autre astuce que vous voyez ici ou pas? Voilà, bravo, Lina. Bravo, Lina, vous avez entièrement raison. Ça me fait moins de lambda f plus lambda carré identité. Voilà, très bien. Car f carré vaut 0. Alors, c'est pas des f, c'est des fa, mais je suis paresseux. Attendez, je vais les mettre quand même, parce qu'à force d'être paresseux, je vous donne le mauvais exemple. C'est pas bien. C'est pas que je suis paresseux, c'est que je suis oublieux. Alors, Alix, est-ce qu'on peut écrire la matrice de f moins lambda, lambda i? Alors, ce serait une fausse piste. Évidemment, ça calculerait g carré, mais regardez la question, c'est calculer g carré, pardon, calculer g carré en fonction de lambda, f et de l'identité. Donc la réponse, c'est vraiment celle-ci. Si vous prenez des matrices, vous risquez de ne pas avoir ça. Et donc, en fait, de calculer g carré, mais sans donner la réponse attendue. En fait, je vais répondre autrement. Dans cette question-là, il faut comprendre qu'il ne faut pas utiliser les matrices. En fait, il ne faut rien utiliser, il faut juste utiliser les règles de calcul. En fait, il faut utiliser FA égale 0. En fait, c'est ça. C'est le truc qu'il faut utiliser. Tout bouge. On continue. Question 5b. On vous dit,
Pour tout entier naturel n, calculez g puissance n en fonction de f, lambda, n et identité. Alors, quelques-uns d'entre vous, vous m'avez trouvé la bonne réponse, je vous félicite. Comment vous avez trouvé? Ceux qui l'ont fait juste ou qui pensent l'avoir fait juste. Comment vous avez trouvé, la réponse? Dites-moi. Voilà, très bien. Bravo. Alex, Alexandre, Lina, j'avoue que c'est ce à quoi je m'attendais. OK? Voilà, exactement, très bien. Je m'attendais à ça, je pensais que vous feriez comme ça. Néanmoins, dans le cours, on a fait le binôme de Newton et vous pourrez aller regarder le corriger. Je vous ai fait la démonstration avec le binôme de Newton, c'est assez intéressant. Ça marche comme avec les matrices. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de termes du binôme qui en fait valent 0, puis on a la réponse assez rapidement. Mais je m'attendais plutôt à ce que, effectivement, vous faites par exemple g au cube. Hein, voilà. Donc ça fait f moins lambda identité. Ah pardon, ça fait g fois g carré, hein, donc ça fait f moins lambda identité fois moins 2 lambda f plus lambda carré identité. Je ne vais pas effacer pour ça. Hein, c'est g rond g carré, hein, voilà. Et puis on redéveloppe. Donc ça fait moins 2 lambda f carré plus lambda de f moins 2 lambda carré fois f moins lambda au cube fois identité. Lui dégage, et puis, j'ai fait une erreur de calcul. Oui, c'est un plus ici, voilà. Et donc ça fait 3 lambda carré f moins lambda au cube identité. Et vous commencez à voir, alors là c'est un peu le problème de ce genre de méthode, c'est qu'il faut voir un peu les astuces, enfin faut deviner la forme générale. Là j'ai g carré, ça fait moins 2 lambda carré, tiens c'est marrant, ça a l'air d'être le même, g au cube, 3 lambda cube, ah mais les signes ont changé. Hein, là ça fait moins plus, là ça fait plus moins. Bon ben je devine une formule, mais pour être sûr de moi, j'en fais encore une. Donc ça va faire f moins lambda identité, décidément. Voilà, facteur de 3 lambda 2 fa moins lambda 3 identité, voilà comme ça. Et puis on développe, on recalcule. Là je passe les détails hein, parce que je connais la réponse. Moins 4 lambda lambda cube f plus lambda 4 identité. Et voilà, ok. Et donc on peut penser que pour tout n appartenant à grand N, étoile, pas étoile, on va voir, g puissance n est égal, alors là j'ai l'impression que c'est ça fait plus moins, donc genre moins 1 puissance n moins 1 par exemple, fois n, lambda puissance n moins 1, voilà, f, plus moins 1 puissance n cette fois, lambda puissance n fois l'identité. D'accord? Pour ceux qui ont pensé à ça, c'est pas choquant de laisser ça sur une copie, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire au brouillon. Hein. Les traces de recherche peuvent figurer sur la copie du moment que vous mettez une petite phrase. Vous mettez par exemple calculons les premiers termes, par exemple. Hein. Okay. Ou calculons g cube si vous voulez. Vous avez le droit de le mettre. Hein. C'est pas si vous voulez, c'est pas un problème. Ça va? Bon. Puis démonstration par récurrence. Là par contre, je vais me permettre parce que j'ai déjà passé 1 heure sur cet exo. Donc je vais couper un peu. Hein. Puis démonstration. Bien sûr, évidemment, puis une démonstration, parce que les maths, c'est la démonstration, et ici par récurrence. Voilà. Bravo à ceux qui ont trouvé, hein, c'était bien. Ça montre une certaine autonomie, et à l'oral, c'est précieux. À l'oral, vous devinez la formule, puis vous laissez la démonstration par récurrence pour l'oral. Et je vais même vous donner un tuyau, et vous dites à l'examinateur, et puis, si vous le souhaitez, je peux le démontrer par récurrence. Et là, l'examinateur, s'il est gentil avec vous, dit non, non, c'est pas nécessaire. Passons à la suite. Et là, vous avez gagné des points, je vous le garantis, sans vous fatiguer. Ça marche très bien.
Question 5C. Alors, les gens malins ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Heureusement, parce que j'ai fait une erreur d'énoncé. Je me suis trompé quand j'ai mis l'inverse. OK? Alors, il faut avoir compris parce que voilà, démontrer que G est inversible, si lambda est non nul, que G est inversible d'inverse machin. Et ben, si on vous donne l'inverse, la seule méthode à faire, c'est calculons G facteur de F plus lambda identité. Et normalement, il faut trouver l'identité. Alors, sauf qu'on ne va pas trouver l'identité parce qu'il y a une petite erreur d'énoncé, c'est entièrement de mon cru, parce que j'ai voulu vous donner une indication, puis je me suis pris les pieds dans le tapis. La question initiale, c'est démontrer que G est inversible, c'est tout, et calculer son inverse. Donc, il fallait deviner quand même ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, c'était un peu plus dur. Voilà, je calcule ça, ça me fait f carré moins lambda f plus lambda f moins lambda carré identité. Voilà. Donc tout ça s'élimine, ça aussi parce que ça simplifie. Et donc du coup, je ne trouve pas l'identité, mais je peux en déduire que j'ai facteur de moins 1 sur lambda 2, donc je divise par lambda 2 en fait, hein, moins 1 sur lambda, identité égale identité, voilà. Hop, et donc G est inversible d'inverse. Alors, pardon, de même. Donc G est inversible, et voilà. Des questions? Alix, vous ne me posez pas votre question traditionnelle? Ou vous avez compris, peut-être, c'est peut-être pour ça que vous ne me la posez pas. Vous avez un quota. Non, mais je pense surtout, Alix, que là, vous ne la posez pas parce que vous avez compris qu'en fait, comme on vous demande, là, on vous demande de démontrer que machin est l'inverse, ou pas avec les matrices, on vous demande de montrer que ce truc-là est l'inverse. Avec des matrices, vous n'y arriveriez pas forcément, d'accord? Ce ne serait pas commode. En plus, les calculs avec la matrice, enfin, si vous posez les calculs matriciels, vous arrêtez tout de suite, c'est trop compliqué. Voilà, c'est bon? Alors, on m'a demandé de corriger des exercices. On m'a demandé le 29, le 27 et le 29, d'accord? Ça va, je continue. Bon, je crois qu'on n'aura pas le temps de faire les petits groupes de TD aujourd'hui, mais je suis content de passer du temps sur ça. Alors, je vais commencer par, allez, on fait un petit facile pour vous reposer un peu, puis c'est vous qui donnez les réponses. Le 27. Exercice 27. Pour chacune des matrices suivantes, donner son rang, donner une base du noyau, une base de l'image, de l'endomorphisme canoniquement associé. Je veux bien que vous me donniez les réponses pour les premières. Et puis si à un moment donné vous me dites ah mais je veux le corriger, ben je le corrige. Alors les réponses et puis les méthodes que vous avez employées. Je vous écoute. Alors Chloé me dit que le rang est égal à 1. C'est pas crédible, Chloé. C'est pas possible. Je note des réponses. Je dis pas que c'est bon. Ah pardon, excusez-moi, c'est le noyau, bien sûr. D'autres réponses? Ah, ça va pas vite.
Et pas d'image? Pas d'image? Pas de réponse? Pas d'élève? Rien? Marine? Donc Marine, vous m'affirmez que c'est une base, hein, d'accord? C'est la question qu'on vous posait, hein. Ça colle pas tout ça, les enfants. Faut vous mettre d'accord. Ça peut pas aller. Comment vous avez... À qui je pose la question? Oui. Tiens, Marine, je vois que vous vous êtes contredite, hein, parce que vous m'avez dit que le rang était 2 et ensuite, bon, d'accord. Alors, comment vous avez trouvé ceux qui l'ont fait? J'ai peu de réponses, je suis inquiet. Alors, je suis inquiet parce que c'est soit vous n'avez pas compris comment faire, soit vous l'avez pas fait. Dans le premier cas, je suis pas content, dans le deuxième cas, je suis triste. Ah. Alors, Chloé, elle tient son rang 1. Bon. Alors, on va parler de ça, parce que ça doit, il y a des choses quand même qui, à un moment donné, doivent vous sembler un peu évidentes. Alors, par quoi on commence? Par le rang. D'abord parce qu'on vous le demande, et puis parce que le rang est votre ami. C'est comme les produits laitiers. D'accord? Donc, je fais le rang, là. Comment on fait le rang? Eh bien, on fait des opérations sur, j'insiste, sur les colonnes, uniquement. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. En général, vous avez le choix, mais ici, c'est important. Donc, par exemple, je peux faire C3 prend C3 moins C1, par exemple. Donc, ça va me faire 0, 7, 10, voilà. Et puis, je peux faire C2 prend C2 moins 2C1. Ça fait 0, encore 7, encore 10. Voilà. Et là, 1, moins 3, moins 3. Voilà. Et puis là, ce que je fais, bon, je vais le rayer, mais je fais juste un trait pour dire que je peux le rayer. Mais en général, j'aime pas passer à... Bon, peu importe. Et maintenant, bah, je vois que ça fait 2 colonnes non collinéaires. Donc le rang, c'est 2. Ça va? Donc merci Manon, effectivement, on échelonne la matrice. Mais en colonne, pas en ligne. Okay. Pourquoi j'ai fait que sur les colonnes? Chloé. C'est pas que vous êtes bête, c'est que vous commettez toujours les mêmes erreurs, ce qui n'est pas pareil. En fait, quand on fait des opérations sur les lignes et les colonnes, on n'en fait qu'une à la fois. Toc. Une. D'accord? Et après, on regarde. Est-ce que je peux rayer celle-là? Ben non, je ne peux pas la rayer maintenant. Maintenant que j'ai rayé ça, là, on fait 2 opérations en même temps, mais c'est parce qu'on utilise la même ligne, la même colonne. Comme j'utilise une colonne C1, ben je prends C1, puis je peux faire 2 opérations, mais c'est parce que j'utilise la même. Je fais une méthode du pivot. Alexis, vous avez tort. J'ai touché au système. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi j'ai fait les opérations que sur les colonnes? Je vous pose la question différemment. Pouvez-vous me donner une base de IMF? Et je veux une base du premier coup. Donc vous avez compris, il faut 2 vecteurs non collinaires. Mais vous l'avez du premier coup, la base. Elle est écrite. Voilà. Très bien. Très bien. Et pourquoi c'est ça? Parce que j'ai fait des opérations que sur les colonnes. OK? Donc 1,
-3, -3, 0, 7, 10. Alors bien entendu, enfin, c'est pas la seule base, peut-être que vous en avez trouvé une autre. Mais celle-là, on a travaillé pour ça donc. OK, vous y êtes? Base de IMF, bon, bah, vous le justifiez rapidement, famille génératrice, génératrice et vous le justifiez s'il vous plaît. Vous êtes payé pour ça, hein, vous vous contentez pas de donner la réponse. OK, hop, il veut pas. Voilà. Donc pourquoi c'est une base de IMF? Eh bien parce que c'est une famille, génératrice, bien entendu. C'est une famille génératrice car on a travaillé que sur les colonnes. Travaillé que sur les colonnes. Voilà. Et libre parce que 2 vecteurs non collinéaires. Ou alors, mieux que ça, et autant de vecteurs que la dimension. Parce qu'on a fait tout ça pour ça, hein. De vecteurs que la dimension. Comme ça, je justifie pas qu'elle est libre, que la dimension. Vous le comprenez bien, très bien, bravo. Ah! Bah, essayez d'expliquer à Axel, comme ça vous voyez si vous avez compris. Pour le noyau, alors pour le noyau, vous commencez déjà par, le théorème du rang, hein. Voilà. Et alors le problème du noyau, eh bien, c'est qu'on est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser le système, ça prend un peu de temps, ou alors vous trouvez de tête un vecteur qui est dans le noyau, d'accord? Donc ici, bah, vous avez pas le choix, x, y, z appartient à ker f, si et seulement si, c'est parti. X plus 2y plus z égale 0, moins 3x plus y plus 4z égale 0, et moins 3x plus 4y, alors le système n'est pas de Cramer, on le sait déjà, hein, plus 7z égale 0. OK? Voilà. Et donc, je vous passe les détails, je pense que vous l'avez résolu. Un ker f égale vect de. Alors je pense que certains m'ont donné la réponse 1 moins 1, 1, et c'est facile pour moi de vérifier puisque je peux faire le calcul, je fais a fois, hein, vérification. C'est ce que je fais moi en général, hein, maintenant. Comme vous pouvez trouver chacun votre, hop, chacun votre base. Je me fatigue pas à vérifier vos calculs, je fais ce calcul-là. Et là, je dois trouver 0. Je trouve 0, c'est bien. Je trouve encore 0, tout va bien, encore 0. OK. Voilà. Je vous laisse continuer à discuter pourquoi j'ai fait les opérations sur les colonnes. Ça m'intéresse. J'y reviens, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la réponse. Mais cherchez par vous-même, c'est intéressant. Parce que ça vous oblige à formuler une réponse et donc à utiliser le vocabulaire. Enfin bref, voilà, c'est assez formateur. Ma matrice B. Mmh. Alors, je viens de vous montrer avec la matrice A, la méthode tout droit. Le rang avec les colonnes, ça donne la famille génératrice de l'image, et si on vous demande par malheur le noyau, eh bien on revient au système. Voilà. Et on calcule la dimension du noyau sur le chemin, parce que ça prend 3 secondes. On ne sait jamais, ça peut être utile. Ici, ça ne m'a pas été utile parce que j'ai trouvé un vecteur non nul, donc c'est une base. Voilà, j'ai oublié de le mettre, hein. Un vecteur non nul, donc une base. Un vecteur non nul, donc famille libre, voilà. Mais on aurait pu aussi utiliser la dimension du noyau. OK? Alors, maintenant, c'est intéressant quand vous faites un exo, avec des matrices de deviner des choses.
Et là, par exemple, est-ce que vous devinez quelque chose avec cette matrice? Est-ce que vous, je me suis trompé dans la matrice, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous devinez son rang? Est-ce que vous devinez, une propriété intéressante? Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi cette matrice ah ça commence pas mal. Moi cette matrice, elle a un truc pour moi qui me semble assez évident, qui me saute aux yeux, mais peut-être pas vous, c'est que son système, il est facile. Il y a tellement de 1 et de 0 que la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'écrire son système. OK? Le système associé, vous allez voir comment je vais faire. Le système associé, homogène, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un système homogène, mais en général, quand on commence, quand on déblaye un terrain, on prend le système homogène, associé, et eh bien, x plus y plus z plus t égale 0, x égale 0, x plus y égale 0, x plus z égale 0. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire de ce système? C'est Ouliana qui a deviné. Mais plus simple, enfin plus essentiel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ce système? Exactement, bravo. Ah non, il est de Cramer. Et puisqu'il est de Cramer, qu'est-ce que vous pouvez en déduire pour B, F, etc., etc., etc.? Très bien. Et F? Très bien, bravo. Et comme vous savez qu'elle est bijective, eh ben, son image et son noyau, c'est totalement évident. Im F, c'est R4. C'est pas la peine de donner une base de R4, ou à la limite la base canonique si vous voulez. Et ker F, c'est réduit au vecteur nul. Donc les vecteurs nuls, on ne donne pas de base, il n'y en a pas. OK? C'est intéressant. Si le système est de Cramer, tout est fini. On dégage. Ça va. Donc c'est très commode. Si vous pensez que le système est de Cramer, si vous voyez la matrice, oh, ça a une tête à être inversible, eh bien vous foncez sur le système, vous voyez qu'il est de Cramer et ça descend tout l'exo, tout est fini, on s'arrête là, d'accord? En plus, un système de Cramer, c'est facile à faire, puisqu'on trouve x égale y égale z égale t égale 0 à la fin, donc ça se voit, c'est pas dur. Je voudrais répondre, bon, je cache un peu ça, mais vous savez ce qu'il faut écrire. Je voudrais répondre à votre petite discussion de tout à l'heure. En fait, lorsqu'on fait des opérations sur les colonnes d'une matrice, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des opérations sur le vect, hein. Les opérations sur les colonnes miment les opérations sur le vect. Et donc c'est pour ça que la remarque de Manon est juste. Elle dit faire les opérations sur les colonnes permet d'avoir des vecteurs tout du long. Et en fait, ça permet d'avoir des vecteurs de la famille génératrice, hein. La famille des colonnes reste une famille génératrice. Des vecteurs colonnes restent une famille génératrice. C'est ça qui est intéressant. C'est ce reste qui est intéressant. OK? Si vous faites des opérations sur les lignes, vous perdez ça. Il n'y a pas d'opération possible. Enfin, ça ne garde pas le caractère famille génératrice. Par contre, ça garde c'est le même système. Le système est équivalent. Mais en général, c'est pas très intéressant. Enfin, si, bon, bref, c'est pas génial. C'est pas le truc ultime, quoi. Bon, je veux dire, si on veut avoir le même système, on écrit le système, puis on travaille sur le système. Pas la mort. Voilà. OK? Je continue? Un petit peu encore? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour C? Ah, j'aurais bien aimé faire mes petits groupes parce que comme ça, il y aura beaucoup d'entre vous que j'aurais pu entendre. Là, je passe la liste des noms en revue. Est-ce que Enzo est là? Est-ce que Justine est là? Est-ce que Louane est là? Est-ce que Marie-Lou est là? Milan?
Je les entends pas. C'est pas grave, hein, si vous êtes là. Ah, Agathe est là. Bonjour Agathe. Oui, Laurent égale 3, je suis d'accord. Enzo est là, c'est bien. C'est pas grave si vous participez pas, mais ça me fait plaisir d'avoir d'échanger un peu avec tout le monde. Je suis d'accord, le rang de C égale 3 et donc du coup, je détaille pas, hein, c'est comme ce qu'il y avait avant. Pour D, c'est pareil normalement, vous avez trouvé un rang 3? Ouais, d'accord, donc il y a plus grand chose à faire. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'on vous demande à dans l'exercice a été bien fait, hein, parce que, on vous demande d'abord le rang, du coup si on trouve un rang 3, bah, il y a plus rien à faire. OK. Et enfin E. Alors E, on n'en fait pas souvent des comme ça, mais on va en faire une quand même. C'est une matrice, hein, à 4 lignes et 3 colonnes. Donc c'est un endomorphisme de machin dans bidule, dites-moi, de qui dans qui? Donc c'est pas un endomorphisme, pardon, c'est une application linéaire, mais justement pas de R3, vous avez raison, hein, de R3 dans R4. Très très bien. OK. OK. C'est peut-être que certains d'entre vous sont plus près de leur clavier, c'est peut-être pour ça qu'ils répondent plus vite. Voilà. Valorie doit être loin de son clavier. Roman aussi, peut-être, je sais pas. Vous avez trouvé quoi alors pour lui, son rang? Je vous écoute. Vous avez trouvé 3, oui, d'accord, si vous voulez. Je veux bien, vous en avez dit vous avez quoi pour IMF et KF? Je veux des bases, hein, bien sûr, hein. Ça me semble crédible, bon, ça nécessiterait quelques calculs, mais je veux bien y croire, ça me choque pas. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour KF et IMF, dites-moi? Oui, tout à fait, Chloé, et ça se fait avec le théorème du rang. Bah, du coup, pour IMF, eh ben, IMF est dimension 3, et donc il suffit de prendre les 3 vecteurs colonnes, c'est très facile. D'accord? Il n'y a pas de problème particulier. Hein, les 3 vecteurs colonnes forment forcément une famille génératrice, bien entendu. Et comme je sais que l'espace est dimension 3, cette famille génératrice de 3 vecteurs est une base, et donc c'est terminé. Donc j'ai bien une base. OK. Alors, je voudrais corriger alors un exercice pas évident, j'espère que vous l'avez un peu cherché parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Je vais faire l'exercice 29. Alors dans l'exercice 29, on partait d'une matrice, la plus générique possible, donc A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde. Donc c'était, dans l'endomorphisme la matrice d'un endomorphisme dans une base E1, E2, E3 comme ça. Voilà, et puis après on changeait de base. Donc par exemple, on recommençait, question 1, dans la base E2, E3, E1. Alors, c'est c'est parfois trop simple à comprendre, donc mais il faut l'avoir compris, sinon vous ne ferez rien du tout. Parfois c'est un peu trop simple, bon, peu importe. Alors, ce qu'il faut faire, par exemple, là, il faut commencer par écrire F2, E2. Puis ensuite, on va écrire F2, E3,
Et ensuite, on va écrire f de E1. Mais attention, dans la même base. C'est ça qui est difficile à comprendre en fait. C'est que si vous n'êtes pas dans la même base, bah, en fait, vous ne donnez pas la bonne réponse. Enfin, avec un endomorphisme, même base au départ et l'arrivée. Première colonne, qu'est-ce que je vais écrire? Vous avez une idée? Qu'est-ce que j'écris là? Hmm. Non, pas B'. Ah, pardon, excusez-moi. C'est les primes, vous avez raison. Pas BCA, B', C', A'. Pas, pas A', B', C'. Alors pourquoi? Bah, en fait, c'est tout simplement que vous savez que f de E2, c'est A'E1 plus B'E2 plus C'E3. Ça, vous avez pris ce truc-là. Là, lui, toc, 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 toc. Et puis, hop, vous en avez déduit ça. Et puis ensuite, le problème, c'est que c'est pas la bonne base d'arrivée. La base d'arrivée, elle est dans l'ordre E2, E3, A1. E2, E3, E1, pardon. Voilà. Et c'est important de respecter l'ordre. B', pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, les coordonnées ne sont pas les mêmes dans une base que dans l'autre selon l'ordre. Si vous avez compris, la fin se fait facilement, simplement ça. Vous voyez, c'est pas très dur, mais si vous donnez, il n'y a qu'une seule bonne réponse. On change de base. Ça va? Je continue. On change de base. Alors, la base suivante est un peu plus dure, enfin, va nécessiter un peu plus de travail. La base suivante, c'est E1 plus E2, E3, E1. Au passage, on ne vous demande pas de démontrer que c'est des bases, mais vous pourriez vous pencher sur la question, comment montre-t-on que c'est une base? Alors là, par exemple, je vais commencer par E3. Pourquoi pas, hein? Donc E3, A seconde E1 plus B seconde E2 plus C seconde E3. Il faut exprimer ça dans la base. Alors peut-être que ça va me demander un peu de calcul, on va voir. Donc je vais sauter une ligne. Dans la base, E3, E1, ça c'est pour les derniers vecteurs, et le premier vecteur c'est E1 plus E2. Vous avez trois coefficients. Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner à coup sûr l'un des trois coefficients? Le premier, le deuxième ou le troisième? Il faut passer de là à là, hein. C'est pas, ça sort pas du chapeau, hein. Il faut prendre cette expression-là, il faut qu'à la fin ce soit égal. Je vous écoute. Oui, tout à fait, Carmen, hein. Nécessairement, si vous voulez, si vous regardez bien, là, il n'y a pas de 3, là, il n'y a pas de 3, et voilà, il faut que ce terme-là, il soit quand même à la fin. Ben, il n'a pas le choix, il est forcément ici. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a pas le choix. Ensuite, quel est le suivant qu'on peut faire? Alors? Oui, tout à fait, Ouliana, et pour la même raison. C'est qu'en fait, B seconde E2, il faut bien qu'il se retrouve quelque part à la fin, et regardez, là, j'ai pas de E2, là, j'ai pas de E2, j'en ai que ici du E2. Donc j'ai pas le choix, je vais avoir forcément ici B seconde E2. Voilà, tout à fait. Hein, ici, exactement. Et du coup, E1, bah, faut que je complète, et là, j'ai pas le choix, ça va me faire A seconde moins B seconde. Voilà, voilà, très bien. Donc du coup, hop, là, je vais donc avoir B seconde, C seconde, A seconde moins B seconde. Bon,
Évidemment, mutatis mutandis, là, c'est forcément B, C, A moins B, hein, parce que c'est la même calcul, mais avec E1. Par contre, là, ici, vous avez une idée de ce que je vais mettre? Si vous avez compris, vous pouvez le faire de tête. Ici, c'est pareil. Mais là, surtout le premier là, est-ce que vous avez une idée? Très bien. Non, pas B seconde plus B. Pas B seconde, Axel. B prime, très bien, hein. B plus B prime puisque, là, c'est E1 plus E2, donc il faudrait que je fasse le même calcul avec E1 plus E2. Donc là, j'ai pas seconde, j'aurais, A plus A prime, par exemple, et puis après tout changer en cascade, hein, voilà. Et donc là, C plus C prime, et là, A plus A prime moins B prime, et voilà. D'accord? Bon, moi, je vous proposais cette méthode, hein, dans cette année, c'était mon idée, hein. Et enfin, dernière matrice, E1 moins 2 E2, E3, E1 plus E2 plus E3. Alors, je vais m'arrêter là, je vais pas le faire. Pourquoi? Alors, vous pouvez le faire de tête, enfin, vous pouvez le faire de tête. Mmh. Moi, vous pouvez essayer de le faire de tête, mais quand j'ai fait mon exercice, je voulais une base pour laquelle ça se faisait pas de tête. Alors je regarde, chaque année je regarde, je me dis: «Oh peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe», mais là je crois qu'il y a rien qui m'échappe. Ici, c'est assez fastidieux. Ici, pour moi, la seule méthode, c'est que par exemple de dire que f de E1 moins 2 E2, voilà, bon c'est, je le calcule, donc ça fait A moins 2 A prime, E1 plus B moins 2 A prime E2 plus, pardon, moins 2 B prime, voilà, plus C moins 2 C prime E3. Et puis après, et ben c'est là que c'est fastidieux, c'est qu'on va écrire que c'est X E1 moins 2 E2 plus Y E3 plus Z E1 plus E2 plus E3. Il faut trouver, hein, il faut trouver X, Y, Z. Alors comment on va le trouver? Je vais vous montrer ça rapidement. Eh bien, je vais décomposer, enfin je vais faire mon petit calcul et décomposer sur E1, E2, E3. J'y vais. Donc moins 2X plus Z E2. Et pour E3, je devais avoir plus Y plus Z E3, voilà, comme ça. Et ça, c'est égal, je prends le premier, hein, je prends celui-ci, là, et je fais pareil, je fais le même genre de calcul. Alors, bah, c'est fait. A moins 2 A prime E1, plus B moins 2 B prime E2, plus C moins 2 C prime E3. Et comme E1, E2, E3 est une base, eh bien, c'est bon, j'ai mon système. Ça va me faire X plus Z égale A moins 2 A prime. J'ai fait une erreur de calcul, les enfants. Non, c'est bon. Enfin, si j'en ai fait une, je la vois pas. Voilà, ça me fait B moins 2B prime. Et enfin, Y plus Z égale C moins 2C prime. C'est là que je m'arrête, parce qu'il faut résoudre le système. Et puis, il faut recommencer surtout avec toutes les autres, tous les autres vecteurs. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu les trois méthodes. Euh, je remonte encore une question sur celui d'avant. Je voulais vous montrer les trois méthodes. Un par astuce, juste une réécriture. Deux par calcul mental. Et trois par système. Mais bon, le système, bah, je ne le fais pas. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Oui, Axel, c'est la bonne réponse, hein. Euh, En fait, si vous voulez, là, là, je suis passé de B à B plus B prime. Donc là, pareil, je passe de B à B plus B prime. On peut dire ça comme ça, en fait. D'accord? Là, je suis passé de A à A plus A prime, enfin de C à C plus C prime, ou de A à A plus A prime, c'est pareil, en généralisant une méthode. Voilà.
Est-ce que, j'ai corrigé tout ce que vous m'avez demandé, je crois. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez que je corrige? Est-ce que vous avez des questions, par exemple, sur les probabilités? Ah! Oui, ce qu'on doit recommencer, bah, regardez, là, on a fait le calcul, pour, f de E1 moins de E2 à l'X. Il faut recommencer avec f de E3 et puis recommencer avec f de E1 plus E2 plus E3. Tout ça, tout ça, tout ça. L'écriture au départ, le système, blablabla. Donc vous comprenez pourquoi, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à propos du corrigé du test d'entraînement? Oui, en probabilité, Roman, c'est ça? En algèbre, vous voulez pas distribuer? Oui, je vous écoute. Alors, exo 1, partie 2, question 3. Exo 1, partie 2, question 3. Non, moi je vois mes sommes partir de 1, je comprends pas. Je regarde mon corrigé, je vois toutes les sommes partir de 1, désolé. Ou alors c'est dans l'énoncé que ça part de 2? Non plus. Ah, il y a K appartenant à 2 plus 2. Euh, Pourquoi j'ai mis ça? Vous avez raison. Non, mais j'ai dû faire une faute de frappe. Je comprends pas ma motivation. Vous avez raison. Non, mais j'ai dû intervertir le 1 et le 2, tout bêtement. C'est K appartenant à 1 et plus 2. Puis je vois pas, il n'y a pas de raison dans l'énoncé en plus, parce que. Euh, non, voilà. C'est une bonne question, mais je vois pas. Puis après, je fais pas ça, donc c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Même personnel, hein, ça me gêne pas du tout. Si c'est vraiment un micro truc que vous avez fait dans votre coin, ça me gêne absolument pas. J'aimerais bien que les questions viennent plutôt de vous. Alors, si vous n'avez pas de questions, de cet exercice, oui, d'accord, si vous voulez. Alors, oui, un exorcisme, je veux bien, oui. Je suis pas très doué en exorcisme, mais si vous en avez, ça m'intéresse. C'est très, très, très volontiers. Euh, alors, est-ce que vous pourriez expliquer les questions 1 et 2? Alors, je vous laisse prendre. Euh, oui, j'avais compris, Axel. Je vous laisse prendre le sujet. Moi, je le raconte un petit peu. Donc, on répète l'expérience suivante. Donc, on a une urne qui contient N1 boules blanches et N2 boules noires. Donc, je suis
Sujet de révision, je veux bien qu'on parle un peu de proba, ça me fait plaisir. Sujet de révision pour le DS numéro 9. Donc DS 9. Je suis dans proba, exercice 1, partie 2. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui se passe. J'ai N1 boule blanche dans une urne, voilà. N1 blanche, N2 noire. Et, que je ne me trompe pas, on tire au hasard une boule dans l'urne et l'on remplace dedans 2 boules de la couleur obtenue. Pardon. Excusez-moi. Alors cet exercice fait partie d'un genre d'exercice que j'aime bien, c'est les exercices qui simulent dans une population la façon dont une opinion se répand. Vous imaginez par exemple que vous avez dans un groupe de personnes, donc vous avez un groupe, on va dire infini de personnes, la plupart des gens n'ont pas d'opinion, et vous avez deux opinions contradictoires qui s'opposent, une personne qui pense blanc et deux personnes qui pensent noir. Et puis à chaque étape, l'une des deux personnes va en convaincre une. Alors pas parmi les gens hyper convaincus, parce qu'eux, on va dire qu'ils ne se convainquent pas, ils pourraient, mais pas dans ce modèle-là, mais parmi les indécis. Et on va se demander, alors c'est un phénomène qui est aléatoire, hein, on est d'accord, hein. Donc on va se demander, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une chance, par exemple, que par exemple, une opinion l'emporte complètement sur l'autre? Est-ce qu'il y a une probabilité que, par exemple, à un moment donné, l'opinion blanche devienne hyper majoritaire et les noirs, eux, bah, ils restent toujours à leur petite opinion, voilà. Ou est-ce que, au contraire, ça va s'équilibrer? Est-ce que blanc et noir vont être 50-50, 50-50 à la fin? On peut se poser la question. Alors, je vais vous spoiler le résultat pour ceux que ça intéresse. En fait, on démontre que presque sûrement, enfin avec une très forte probabilité, eh bien la proportion de départ, elle est respectée jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en général, oui, vous avez raison, hein, ça on peut dire que c'est dans l'actualité, mais c'est assez intéressant de voir la conclusion. C'est que globalement, ça se... comment dirais-je, dans le temps, si les deux camps ont la même force de persuasion, eh bien, dans le temps, la proportion N1 sur N1 plus N2, voilà, donc ça c'est la proportion de gens qui pensent blanc, eh bien, comment vous dire, la probabilité que la répartition soit celle-ci, cette probabilité tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Mais, il y a un mais. C'est que si au départ, par exemple, vous imaginez qu'au départ, pour la petite anecdote, ça se passe avec les horloges. Vous savez, il y a des horloges qui tournent dans les deux sens. Il y a des horloges qui tournent donc dans le sens trigonométrique, et puis il y a dans le sens inverse du sens trigonométrique, pardon, et il y a des horloges qui tournent dans le sens trigonométrique. Alors, la majorité tourne dans ce sens-là, mais vous trouvez encore des vieilles horloges qui tournent dans l'autre sens. Par exemple, dans les cathédrales qui ont des horloges qui datent du Moyen-Âge ou de la Renaissance, eh bien que parfois vous avez des horloges qui tournent dans l'autre sens, dans le sens qui n'est pas le sens traditionnel. Okay, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien au départ, il pouvait y avoir des horloges qui allaient dans les deux sens. Au départ, hein, les gens n'avaient pas d'idée précisément dans quel sens ça devait aller, donc ils fabriquaient leurs horloges, etc. Et puis à un moment donné, bah, les horlogers, ils ont commencé à regarder autour d'eux, puis chaque horloger qui se formait, il regardait ce que son maître horloger faisait, puis il faisait comme lui, parce qu'il avait appris comme ça. Okay, et en fait, ce qui se passe, c'est que si au départ, donc vous imaginez, vous en avez 3 et 3, il y a très très peu d'horloges en Europe, il y en a 3 et 3 de chaque sorte. Mais si au départ, la majorité des gens ont été là, donc par exemple, vous imaginez que tout à coup, lui, il forme plein d'apprentis, et que par exemple, il y en a, au départ, il est très 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 efficace, et puis lui, il est un peu plus mollasson, ce camp-là est un peu plus mollasson. Donc vous avez ce camp-là qui va, en termes de probabilité, c'est à peu près équivalent, puis celui-là, hop, il va être très très fort, tandis que celui-là, il va être un peu plus faible. Eh bien, on peut imaginer qu'on gèle la situation ici et qu'elle perdure à ce niveau-là. En fait, ce système, on peut montrer que l'équilibre, enfin la répartition initiale a une très forte probabilité de perdurer, oui, mais si au départ, il y a un camp qui arrive à l'emporter tout de suite, eh bien, c'est lui qui va perdurer. C'est cette répartition-là qui va perdurer. C'est la théorie moderne des early adopters. C'est-à-dire que si au départ, il y a beaucoup de gens qui sont hyper actifs, qui disent ouais, il faut faire ça, faut faire ça, faire ça,
eh bien, c'est eux qui vont l'emporter tout de suite. Voilà. Même s'il y a des gens qui sont contre ou qui font autre chose, eh bien, c'est les plus dynamiques au tout départ qui ont une forte chance de l'emporter par la suite. Et après, il y a une sorte d'inertie qui fait que bah, les choses ont beaucoup plus de mal à changer. C'est une bonne moralité pour l'engagement militant, n'est-ce pas? Hein, pour ceux d'entre vous qui ont des convictions, eh bien, c'est au moment où votre conviction est minoritaire qu'il faut être les plus actifs pour avoir une chance qu'elle devienne majoritaire. Alors, j'explique le début. Alors, dans la partie 1, c'est assez simple. On fait N1 égale 1, N2 égale 1, et puis chaque personne en convainc une autre. Ah oui, il y a des modèles aussi, chaque camp a une puissance de conviction différente. On peut dire qu'il y a un camp qui serait, par exemple, qui convaincrait A personne, l'autre camp qui convaincrait B personne. Très intéressant, mais c'est pas facile. Alors, la loi de X1, donc X, que je dise pas de bêtises, c'est le nombre de boules blanches. Hein. X1, c'est le nombre de boules blanches. Alors, attention, il faut bien lire les énoncés. XK est la variable aléatoire au nombre de boules blanches dans l'urne à l'issue du quatrième tirage. Donc après, c'est important, hein, le quatrième tirage. Donc là, X1, alors c'est XK ça, et donc X1 c'est après le premier tirage. Donc du coup, si c'est après le premier tirage, eh bien, hop, vous savez que X1 d'oméga, bah, après le premier tirage, il peut y avoir une boule dans l'urne ou deux boules blanches dans l'urne, d'accord? On en a déjà fait un. Ok. Et donc vous calculez à la main, n'oubliez pas dans les énoncés de probabilité au départ, dans les premières questions, vous faites tout à la main et vous expliquez le mieux. Là, par exemple, vous pouvez par exemple introduire un événement, vous pouvez par exemple introduire l'événement BK, tirer une boule blanche. Alors, attendez, j'ai fait une grosse erreur, faut pas que je laisse ça, parce que ça va me porter malheur. BK, c'est tirer une boule blanche au quatrième tirage, parce qu'on tire qu'une boule dans l'urne. Tirage, voilà. Alors, quelle est la probabilité que x1 soit égal à 1? Eh bien, c'est qu'on n'a pas tiré de boule blanche, c'est qu'on a tiré en fait une boule noire, donc P de B1 bar, et ça c'est 1,5, car il y a équiprobabilité dans le tirage des boules. Voilà. Voilà. Et puis bien entendu, alors pour P de x2 égale 2, pour P de x1 égale 2, vous pouvez soit faire le même raisonnement, soit faire 1 moins le précédent, mais bon, c'est pas, vous faites comme vous voulez, c'est pareil. Ok, ça roule? Ça, c'était ma question. Ma question 2. Alors, pour ma question 2, ce qui est vraiment important dans les exercices de proba, où il y a n étapes, hein, c'est de se focaliser sur le passage d'une étape à la suivante. Donc, se focaliser sur le passage de l'étape 1 à l'étape 2 ici. Et pas essayer de partir du départ pour arriver à l'étape 2. En général, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Alors que si on fait étape par étape et qu'ensuite on en déduit une formule de récurrence, on a fini, il n'y a plus rien à faire. Enfin, c'est assez simple. Donc là, par exemple, ça va donner quoi? Alors, j'ai x2 de oméga, évidemment, donc là, j'espère que vous avez tous compris, il y avait une, deux ou trois boules noires, blanches, pardon, dans l'urne au bout de tirage. Ça va? Et ce que je vous invite à faire, c'est ça, c'est faire que P de x1, pardon, P de x2 égale 1, eh bien, le mieux, c'est de trouver un lien avec l'étape précédente. Donc, vous commencez par vous dire, bah, qu'est-ce qui a dû se passer à l'étape précédente pour avoir une seule boule blanche? Alors, je ne vous demande pas de répondre, parce que j'ai peu de temps, puis je voudrais faire la question 3. Mais j'espère que vous comprenez tous, bah, la seule possibilité, c'est qu'avant, il n'y avait qu'une seule boule blanche, et que je ne l'ai pas tirée. Hein, vous comprenez le principe? D'accord? Raisonner sur une étape. Et pas sur deux étapes. Vous pouvez raisonner sur deux étapes, c'est pas faux, ça va donner la bonne réponse, il n'y a pas de souci. Mais je vous explique le sens de l'exercice, le sens du raisonnement qu'on met dans ce genre d'exercice. C'est qu'on fait une seule étape à chaque fois. Et donc du coup, là vous allez bien entendu utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Voilà, P de x1 égale 1, sachant B2 bar. Le premier, on a dit que c'était 1,5. Et là, ça, c'est une probabilité conditionnelle qu'on va expliquer. Eh bien, s'il y a une seule boule dans l'urne, la probabilité de ne pas la tirer, une seule boule blanche dans l'urne, c'est 2 tiers. Et je l'explique. Hein. Si
il y a une seule blanche. Vous voyez, je l'explique, hein, je suis sérieux, hein. Et c'est le raisonnement que j'attends, hein. En maths, c'est démontré, vous avez retenu. Dans l'urne, hein, la probabilité de ne pas la tirer. Ah, et je vais dire le nombre total de boules dans l'urne, hein, et 3 boules en tout. En tout, eh bien, la probabilité de ne pas la tirer est de tiers. Allez, je vous fais un petit peu participer quand même. Quelle est la probabilité suivante que je vais calculer à votre avis? Laquelle vous avez envie que je fasse maintenant? Et par laquelle je vais terminer? Exactement, bravo, très bien. Je vois que vous avez bien travaillé. Effectivement, parce que c'est le même raisonnement. Pour qu'il y ait 3 boules blanches dans l'urne, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'il y en ait eu 2 avant et que j'ai tiré une de ces 2 là. D'accord? Donc je détaille pas trop, mais vous comprenez que c'est pareil. Qu'après qu'il y ait 2 boules blanches avant, bah, c'est 1/2 parce que je l'ai calculé à la question 1. Ah, j'ai oublié de le dire, hein, mais ça c'était la question 1. Et là c'est pareil, hein. Je me suis trompé, c'était pas pardon. Hop, c'est pas x2, ah décidément, excusez-moi de vous crier dans l'oreille. C'est pas x2, c'est x1. Voilà, donc x1, bah, donc ça fait 1/2 et puis là j'ai, alors dites-moi, j'avais 2 boules, j'ai 3 boules en tout, 2 blanches, donc 2 tiers. Voilà, et donc ça fait encore un tiers. Et bien entendu, la dernière, bah, j'évite de la calculer, ça fait 1 moins les 2 précédentes, donc 1 moins un tiers, je détaille pas, hein, et ça fait un tiers. Mais vous, vous détaillez bien entendu. OK? Et ça nous amène tout tranquillement et tout, gentiment à la question 3. Montrer par récurrence que Xn suit une loi uniforme sur 1 n plus 1. Alors vous voyez, c'est ce que je vous avais dit du résultat. Le résultat, c'est que on va garder l'équilibre en fait, hein. Eh bien, là, alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. En termes de toutes les quantités de boules blanches sont équiprobables. Vous pouvez me dire: «Ouais, monsieur, on va pas garder l'équilibre, ça veut rien dire». Oui, c'est vrai, mais en moyenne, le nombre de boules blanches, il vaudra un demi. La proportion, pardon, je reprends. La proportion de boules blanches, ce sera à peu près un demi. Ce sera un demi. Donc c'est ça que je voulais dire, hein, d'accord? Je parlais de la proportion moyenne, hein, l'espérance de la proportion, on pourrait dire ça. Bon, un peu compliqué mon affaire. Ça commence à être un peu casse-tête. Alors comment on fait? Évidemment, on le fait par récurrence, hein, puisque l'énoncé me le dit. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire, donc je recopie un petit peu le corrigé, mais avec mes commentaires, et vous pourrez regarder dans le corrigé ce qu'on fait. Heu, Bah, c'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je vais dire, alors je l'écris en long, je vais me concentrer sur ce qui s'est passé au rang d'avant. Soit il y avait une boule blanche, et puis au rang suivant, il y en a qu'un. Normalement, il y a une remarque qui devrait vous venir à l'esprit. Soit il y a 2 boules blanches. Quelle remarque vous vient à l'esprit avant que j'écrive tout? Et au rang suivant, il y en a qu'un. Soit il y a 3 boules blanches et au rang suivant, il y en a qu'un, soit et cetera. Soit il y a n plus une boule blanche et au rang suivant, il y en a qu'un. Il y a rien qui vous vient à l'esprit? Quand vous m'entendez dire tout ça? Non, non, Axel. Je suis en train d'appliquer la formule des probas totales. Là, vous avez raison, c'est très bien. Mais il y a une autre remarque que qui devrait vous venir à l'esprit. Vous avez compris d'où sort ma formule. Mais est-ce que vous comprenez mon intention? Enfin non, est-ce que vous comprenez l'intérêt de ça? Qu'est-ce qui va se passer dans cette somme? Dans cette somme-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous mettre sur la piste. Imaginez que k égale 14. Imaginez qu'on fasse le calcul pour k égale 14. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 Roman. Ça, c'est pas possible, une condition sur k. Impossible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que je veux calculer ça.
je, je vous oblige à calculer P de xn plus 1 égale K. Donc vous ne me mettez pas une condition sur K. Vous pouvez mettre une condition sur autre chose si vous voulez, mais pas sur K. Oui, Axel, il y en a beaucoup qui valent 0. Exactement. Non, c'est pas K. C'est pas la condition sur K, c'est la valeur d'avant. La condition est sur la valeur d'avant, pas sur K. Il faut que ici, effectivement, vous avez entièrement raison, hein, la plupart des termes valent 0, c'est la condition, elle n'est pas sur K, elle est sur lui, là, sur lui. Sur le 1, 2, 3, 4 jusqu'à n plus 1. En fait, la majorité des valeurs valent 0, sauf des termes de la somme, sauf pour deux valeurs de xn, hein, ça me fait p de xn. Alors, quelles sont les deux valeurs qui vont rester? Non, mais je sais bien. En fait, Roman, j'insiste sur votre erreur, c'est que vous pensez que c'est une condition sur K, et du coup, vous allez l'écrire. Mais ça va vous induire vous-même en erreur. Il faut bien que vous compreniez qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est le cadre de ma réponse, et qu'est-ce que je peux faire varier si je le souhaite. Ça, c'est important, sinon vous allez aller dans la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce qui reste dans ma somme? Dites-moi. Là-dedans, qu'est-ce qui va rester? Quels sont les... Il reste deux termes. Lesquels? C'est pas dur. Non, pas 1 et 2. Ça dépend de la valeur de K. Axel. Pas celui-là et celui-là. Deux valeurs, mais lesquelles? Ouais. Bravo. Et l'autre? Très très bien. Exactement. Parce qu'il n'y a que deux possibilités, c'est qu'avant, il y ait une boule blanche de moins, parce que je rajoute qu'une boule à chaque fois, hein, ou qu'il y ait autant de boules blanches. Voilà. Et donc après, j'ai plus qu'à aligner mes probabilités. Alors, j'ai supposé que c'était une loi uniforme sur 1, n plus 1. Donc, cette première probabilité vaut 1 sur n plus 1. La deuxième vaut aussi 1 sur n plus 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, hein. Je vais le mettre ici. Là. Ça, c'était l'hypothèse de récurrence. Voilà, et ça aussi. Et puis, hop, excusez-moi. Et puis là, je le fais ensuite par le raisonnement. S'il y a K-1 blanche dans l'urne qui a la probabilité d'en tirer une, K-1 sur n plus 1. S'il y a K boule dans l'urne qui a la probabilité de ne pas la tirer, n-K sur n plus 1. Et voilà. Oui. Le 1 sur n plus 1, vous n'avez pas compris? Donc l'hypothèse de récurrence. J'ai fait une erreur, hein. Je pense que j'ai fait une erreur quelque part, mais je vais la retrouver. J'ai fait une erreur, je vais la retrouver, hein, vous ne bougez pas. Donc l'hypothèse de récurrence, c'est que xn suit la loi uniforme sur 1 n plus 1. Voilà, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Donc du coup, P de xn égale K, c'est 1 sur n plus 1, P de xn égale K-1, c'est 1 sur n plus 1. D'accord? Ça va? C'est pour les valeurs en vert. Alors là, par contre, j'ai fait une erreur. Je vais reprendre, j'ai fait une erreur de dénominateur. Je vous explique par exemple, hop, je vais prendre du rouge, je vous explique celle-ci par exemple. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a combien il y a de boules dans l'urne à l'issue de la nème expérience? Je regarde mon énoncé. À l'issue de la deuxième, à l'issue de la première n plus 1, à l'issue de la deuxième n plus 2, etc. etc. Donc n égale 2 ici, hein. Donc à l'issue de la nème expérience, il y a n plus 2 boules dans l'urne. À l'issue du énième tirage. Ok? Si il y en a K-1 blanche, eh bien la probabilité de tirer une blanche, de tirer une blanche, est tout simplement K-1 sur n plus 2.
Donc c'est là que je m'étais trompé, je suis allé un peu vite. Là, c'était du n+2 et là, c'est du n+2. Voilà. Et là, ça, pour, hop, dernier encore un petit peu de couleur. Donc, pour lui, là, ça, c'est probabilité de tirer une noire, hein. Là, on tire une noire. Et je vous laisse faire le raisonnement, vous allez comprendre. Donc c'est un moins blablabla, hein. OK? Je termine mon calcul et je vous laisse formuler des questions si vous en avez, hein. Voilà. Et donc maintenant, je réduis tout au même dénominateur. Ça me fait n moins k plus k, j'ai fait une erreur, moins 1, j'ai fait une erreur, j'ai pas la bonne réponse. Alors, elle est où mon erreur? Ah oui, elle est là mon erreur, pardon. Je viens de la voir. Là, c'est le nombre total de boules, là, c'est n plus 2 moins k, bien sûr. Pardon, j'ai oublié un plus 2, voilà. Toc toc, ça fait plus 1, numérateur simplifié et dénominateur, 1 sur n plus 2, ce qu'il fallait trouver. Voilà, c'est une belle façon de terminer cette séance. Car d'un tirage à un autre, soit tu as une boule blanche en plus, soit le nombre reste le même. C'est très bien expliqué, Ouliana, je trouve ça bien. Voilà, je vais rien corriger. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Manon, vous avez tout compris, vous avez juste, pas compris un détail, c'est qu'une fonction affine n'est pas une application linéaire. Donc cette propriété n'est pas vraie avec une application linéaire. Pardon, cette propriété n'est vraie qu'avec une application linéaire, donc pas avec une application affine. C'est très bien, le noyau, c'est exactement, enfin, à part ça, tout est bon. Bien, vous avez encore une bonne après-midi qui vous attend. Donc je rappelle pour ceux qui ont oublié que le DS de lundi prochain, il y aura en fait 2 DS, c'est-à-dire 2 notes. Une note de probabilité qui figurera sur le bulletin, une note d'algèbre qui figurera sur le bulletin. Je vous distribuerai les 2 sujets, lundi vers 13h, hein, et puis vous aurez jusqu'à mardi soir pour me le rendre. Vous vous organisez comme vous le voulez, même si je vous recommande de le faire lundi après-midi. On demain, je pense qu'on va encore corriger de l'algèbre si vous avez encore des questions. Sinon, bien écoutez, on commencera le chapitre suivant sur les polynômes. Si on ne commence pas demain, on le commencera vendredi. Jeudi, bah, les internes sont, à l'internat, ça va les changer un peu, mais jeudi, si vous avez des questions, j'y réponds, toute la journée. Voilà, je vous remercie, bon courage pour votre journée et à bientôt.